Le Canon EOS R6 Mark II vient d'être annoncé et pour beaucoup c'est une révolution. Alors faut-il vraiment s'emballer pour ce boîtier? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. Et oui, le Canon EOS R6 Mark II a été annoncé, c'est le remplaçant du Canon EOS R6 et il a de nombreuses améliorations par rapport à l'ancien modèle. Mais ces améliorations sont-elles vraiment utiles pour vous? Faut-il vraiment s'enflammer? Ou alors est-ce que ces améliorations sont plutôt du confort? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les choses un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. D'abord, on va voir les raisons de s'enflammer et puis les raisons de ne pas s'enflammer. Et puis pour finir, nous verrons si ça peut être un boîtier intéressant pour votre utilisation. Mais pour commencer, je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, je filme avec la Blackmagic Pocket Cinema 6K G2. Je vous ferai un test le plus rapidement possible sur cette caméra. Et dès que je pourrai mettre la main sur le Canon EOS R6 Mark II, je vous ferai un test aussi, un test de terrain. Mais d'abord, commençons par les principales caractéristiques de ce boîtier. Eh bien, ce boîtier est quasiment identique au Canon EOS R6. Même poids, même forme, même dimension. On a le même écran et le même viseur. La qualité était déjà très bonne sur ces éléments-là. L'écran est bien lumineux, le tactile est très bon, le viseur a une résolution tout à fait agréable pour la prise de vue. On retrouve deux slots pour des cartes SD UHS 2, avec toujours la possibilité d'avoir l'enregistrement simultané sur les deux cartes, en photo comme en vidéo. On a la même configuration des ports d'entrée-sortie. La seule différence est que le port USB-C va permettre d'utiliser la caméra comme une webcam, sans avoir de logiciel additionnel. En photo, on a une rafale de 12 images par seconde avec l'obturateur mécanique, comme c'était déjà le cas sur le Canon R6. Par contre, avec l'obturateur électronique, on va pouvoir monter jusqu'à 40 images secondes, alors qu'on n'en avait que 20 sur le Canon R6. Le capteur est un tout nouveau capteur 24 millions de pixels, alors qu'on avait seulement 20 millions de pixels sur le Canon R6. Mais contrairement à ce qui avait été évoqué dans certaines rumeurs, ce n'est pas un capteur empilé comme sur le Canon R3, ni un capteur rétro-éclairé. En vidéo, on va pouvoir filmer en 4K suréchantillonné jusqu'à 60 images secondes, comme sur le Canon R6. On va être en IPB comme sur le Canon R6. Et on va pouvoir utiliser le gamma C-Log 3 en 4.2.2 10 bits, comme sur le Canon R6. Pour pouvoir faire des ralentis, on va pouvoir filmer jusqu'à 180 images par seconde, mais seulement en 1080p. Sur le Canon R6, on pouvait filmer jusqu'à 120 images secondes. Dans ce mode haute fréquence, on va conserver l'intégralité de l'autofocus, mais on ne va pas avoir le son. Alors, quelles sont les raisons de s'enflammer pour ce Canon EOS R6 Mark II? Eh bien, la première raison pour les photographes vidéastes va être le nouveau switch qui va permettre de passer du mode photo au mode vidéo en un seul geste. Ce switch remplace le bouton marche arrêt que nous avions avant sur la gauche, et le bouton marche arrêt a été mis sur la droite du boîtier. C'est une évolution vraiment très intéressante parce que il va permettre d'utiliser tous les modes d'exposition en vidéo. Sur le Canon R6, nous étions condamnés à utiliser soit le mode tout automatique, soit le mode manuel. Là, on va pouvoir utiliser tous les modes d'exposition et on va pouvoir aussi utiliser les modes préprogrammés C1, C2, C3 avec un paramétrage spécifique en vidéo et un autre paramétrage différent spécifique en photo. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Par exemple, sur C1, je peux mettre mon 25 images secondes en 4K standard. Sur C2, je peux mettre le 50 images secondes. Et sur C3, je vais pouvoir mettre éventuellement le 100 images secondes ou le 150 images secondes, puisqu'on peut avoir du 150 images secondes en 1080p sur ce boîtier. La deuxième raison de s'emballer, c'est le capteur 24 millions de pixels. C'est 20% de pixels en plus, mais on reviendra sur ce sujet dans la partie pourquoi ne pas s'enflammer, puisque on a aussi des choses à dire sur ce capteur 24 millions de pixels. Un autre point sur lequel on a une amélioration très importante et qui est assez surprenante, c'est l'autonomie. Le Canon R6 Mark II utilise pourtant la même batterie que le Canon R6, mais l'autonomie a été accrue de manière significativement importante. D'après tous les tests que j'ai vus, on peut facilement, bien sûr, selon les conditions de prise de vue, aller jusqu'à une journée d'autonomie avec une batterie. Là aussi, c'est du confort. Si on est suffisamment prévoyant, on a toujours assez de batterie pour tenir la journée en utilisant plusieurs batteries. Point suivant, vous enflammez-vous pour la rafale à 40 images secondes. Cette rafale uniquement disponible
avec l'obturateur électronique peut être très intéressante pour tout ce qui est photo d'action, photo d'animaux en mouvement, photo de sport. A noter que cet obturateur électronique engendre sur la plupart des boîtiers un phénomène qu'on appelle le rolling shutter qui va créer des déformations sur les objets en mouvement rapide. Ce rolling shutter a été bien optimisé par rapport à la précédente version Canon R6, mais il est toujours bien présent. À la différence de boîtiers comme le Canon R3 qui ont un capteur empilé, le Canon R6 Mark II a toujours un phénomène de rolling shutter. Alors une rafale rapide, c'est bien, mais il faut avoir l'autofocus qui suit. Et dans ce boîtier, l'autofocus a été amélioré. Il hérite de la technologie d'autofocus du Canon R3. Donc même si on ne peut pas en attendre tout à fait la même efficacité, c'est une progression importante. Et on va pouvoir avoir un autofocus qui suit la cadence de la rafale. Parmi les améliorations de cet autofocus, il y a quelque chose qui peut-être est un peu gadget, c'est l'ajout de nouveaux sujets dans la détection des sujets. Avec le Canon R6, on pouvait détecter les humains, les animaux, les véhicules. Ici, on peut toujours détecter les humains, les animaux, les véhicules, mais il a été ajouté les trains, les avions, les chevaux. Alors les trains, les avions, les chevaux, on n'en photographie pas tous les jours, sauf si on a vraiment une spécialité. Par contre, un point qui peut être intéressant dans cette détection des sujets, il a été ajouté un mode automatique. Ça veut dire que le boîtier va sélectionner lui-même le type de sujet, soit un humain, soit un véhicule, soit un animal. Si ça marche bien, ça peut vraiment être intéressant parce que ça peut éviter de manipuler les configurations des menus et éventuellement d'oublier, moi il m'est arrivé d'oublier une fois mon autofocus en position animale alors que je photographiais des humains, eh bien la détection était beaucoup moins bonne. Un point très intéressant concernant ce système d'autofocus, on va pouvoir avoir la détection du sujet, quel que soit le mode d'autofocus choisi. Sur le Canon R6, j'avais le choix entre la détection du sujet, mais sur tout le cadre, ou alors l'autofocus par zone ou par point, mais à ce moment-là, j'avais aucune détection du sujet. Avec le Canon R6 Mark II, je vais pouvoir utiliser la détection du sujet, que je sois en détection du sujet simple ou que je sois en détection par zone. Là, j'ai vraiment une flexibilité accrue dans la gestion de mon autofocus. En vidéo, on a un nouveau paramètre de détection très intéressant qui est la détection du sujet seulement. Si on n'utilise pas ce paramétrage sujet seulement, on va être dans un mode classique dans lequel, si le sujet sort du champ, eh bien la mise au point va se faire sur l'arrière-plan. Avec ce mode de détection sur le sujet seulement, lorsque le sujet sort du champ, eh bien la mise au point va rester figée et va attendre que le sujet re-rentre dans le plan sans faire la mise au point sur l'arrière-plan. Vraiment une option très intéressante et qui va peut-être éviter que l'autofocus, par moment, puisse faire une erreur et fasse la mise au point sur l'arrière-plan, même lorsque le sujet est dans le champ. Autre point intéressant, notamment pour les photographes animaliers ou les photographes sportifs, l'appareil est doté d'une fonction qui permet d'avoir un pré-shoot des images une demi-seconde avant qu'on appuie sur le déclencheur. Donc lorsqu'on fait une rafale, on va pouvoir bénéficier d'une demi-seconde avant le moment où on appuie sur le déclencheur. Lorsqu'on a une action rapide, souvent on appuie sur le déclencheur quand l'action se produit. Et parfois c'est un petit peu trop tard, donc ça peut être intéressant de récupérer la demi-seconde précédente. On a aussi un mode de bracketing de mise au point automatique avec fusion des images dans le boîtier. Ceci sert à faire du focus stacking. Donc le boîtier va prendre plusieurs photos avec différentes mises au point et va les assembler directement dans le boîtier pour créer une image. Avec le Canon R6, on avait la possibilité de faire ce focus de bracketing, mais il fallait aller faire l'assemblage dans un logiciel spécifique, dans Photoshop par exemple. Autre point qui peut inciter à s'enflammer, en vidéo, on a une correction automatique du focus breathing. C'est ce phénomène qui fait que lorsqu'on change de point de focus, le grossissement va changer et on ne va plus avoir tout à fait le même cadre. Donc cette correction automatique du focus breathing, elle peut être très intéressante, mais pour l'instant elle est réservée qu'à quelques objectifs RF. Il y a 5 ou 6 objectifs qui sont pour l'instant concernés. Il y aura vraisemblablement des mises à jour pour tous les autres objectifs RF dans un futur proche. En vidéo toujours, il n'y a plus de limite d'enregistrement à 30 minutes. Ça va faire énormément plaisir à tous ceux qui font des captures de spectacles, des captures d'événements. Je sais que cette limite d'enregistrement à 30 minutes
sur le Canon R6 était vraiment rédhibitoire pour certains utilisateurs. Dans le même ordre d'idée, alors que sur le Canon R6, on avait une surchauffe possible en vidéo dans tous les modes d'enregistrement, ce problème promet d'être complètement résolu avec le Canon R6 Mark II, puisqu'en 25 images secondes en 4K, il n'y a aucune surchauffe annoncée, et en 50 images secondes en 4K, il devrait y avoir la possibilité de tourner jusqu'à 40 minutes et plus. 40 minutes en 50 images secondes, ça va être largement suffisant pour 90% des utilisateurs. Continuons dans les améliorations vidéo. On a vraiment un nouveau super outil pour contrôler notre exposition. Ce sont les fuzz couleurs qui permettent d'afficher différentes couleurs en fonction du niveau d'exposition. Avec le Canon R6 Mark II, ça va être possible d'afficher ces fausses couleurs éventuellement pendant qu'on est en train de tourner. C'est un outil qui permet de mieux évaluer l'ensemble de la scène que les zébras. C'est un outil sans doute même plus agréable que les waveforms qu'on retrouve sur certains appareils. Sur un petit écran, les waveforms, c'est pas facile à voir. À savoir que dans ce nouveau boîtier, les zébras seront toujours disponibles aussi. Un nouvel outil aussi assez pratique pour ceux qui font des vidéos, notamment pour les réseaux sociaux. Dans cette caméra, il est possible d'afficher les guides de ratio. Alors on peut avoir le ratio carré, le ratio 9/16e vertical qui peut être utile pour Instagram. On peut afficher le ratio cinéma de 35. En affichant ces repères, ça va nous permettre d'optimiser le cadrage. Parce que bien sûr, lorsqu'on tourne dans ces ratios, il faut cadrer correctement dans ce ratio. On voit souvent des vidéos qui sont coupées façon cinéma, sur lesquels on voit que le cadrage n'a pas été optimisé, le cadrage a été fait vraiment sur tout le champ et après on a rajouté des bandes noires. Dernier point positif, et on voit qu'il y en a beaucoup, c'est la nouvelle griffe multifonction qui remplace la hot shoe classique, qui va permettre sur ce boîtier notamment de positionner les adaptateurs XLR Tascam, donc ça c'est si on veut brancher de l'audio en XLR, et ça va apporter aussi des fonctions complémentaires à certains flashs qui peuvent se brancher sur ce type de griffe. Alors voilà, j'ai fait le tour des points pour lesquels il faut s'enflammer, mais j'ai pas parlé de la Sika en RAW en externe. Mais c'est plutôt un point pour lequel j'ai pas trop envie de m'enflammer. Alors justement, quels sont les points qui font que, effectivement, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer complètement pour ce boîtier dès aujourd'hui. D'abord, il y a des choses qui ne changent pas par rapport au Canon R6 et que j'aurais aimé voir changer. Par exemple, on n'a toujours pas de 4K en 120 images secondes, on reste avec du 1080p. Comme sur le Canon R6, on reste avec du C-Log 3 et on n'a toujours pas de C-Log 2 qui nous permettrait éventuellement d'utiliser une plage dynamique étendue en vidéo. On a toujours cette connexion micro HDMI qui est beaucoup plus fragile. On aurait aimé voir une connexion HDMI de taille standard avec la grosse prise HDMI. Et puis surtout, il y a ce capteur 24 millions de pixels qui est tout nouveau, dont on ne sait rien et on ne sait pas si la qualité d'image va être équivalente à ce qu'on avait sur le Canon R6. Est-ce qu'elle va être meilleure? Est-ce que dans certains cas, elle peut être un peu moins bonne dans certains modes? On ne sait pas par exemple si la plage dynamique va être meilleure dans tous les cas, ou alors est-ce qu'elle va être meilleure dans certains ISO et moins bonne dans d'autres ISO. Puisqu'on parle des ISO, on ne sait pas si la montée en ISO va être tout à fait équivalente en photo comme en vidéo. Les quelques tests qu'on peut voir sur YouTube pour l'instant ne sont pas assez poussés, assez approfondis pour se faire une idée bien précise de la qualité de ce capteur dans les différentes conditions. Mais ça demande à être vérifié, il faut attendre encore quelques temps pour pouvoir soit tester le boîtier, soit avoir des tests vraiment approfondis. Donc mon conseil, attendre encore avant de passer commande, attendre d'avoir un peu plus d'informations sur la qualité des images avec ce capteur. Autre point en vidéo, cette caméra permet d'enregistrer en externe par la sortie HDMI jusqu'en 6K RAW 60 images secondes en ProRes RAW. Alors cela devrait être possible sur le Ninja 5 Plus. La première remarque, c'est que c'est du ProRes RAW. Ce n'est pas forcément utilisable sur tous les logiciels de montage, notamment sur DaVinci Resolve, qui est notre logiciel préféré de montage sur la chaîne Pixellight. Et la deuxième remarque, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur l'amélioration de qualité éventuelle qu'on peut avoir en utilisant cette 6K en RAW. On sait que tourner en RAW peut avoir des désavantages, ça peut générer un bruit beaucoup plus important. Est-ce que cette 6K RAW en externe va être vraiment qualitative et nous apporter vraiment un gain par rapport à l'enregistrement en 4K en interne? Est-ce qu'on va pouvoir bénéficier d'une dynamique
accru en utilisant ce RAW de manière significative, car le capteur lui-même peut avoir une dynamique limitée, et le RAW ne pas nous apporter beaucoup plus de dynamique. Donc là aussi, il faudra avoir un peu plus de tests pour savoir si ce RAW est vraiment intéressant. A noter qu'il devrait être également possible de tourner en 3,7K en RAW externe, mais dans ce cas-là, il y aura un coût important et on n'a pas d'informations sur le type d'enregistreur qui pourra accueillir ce 3,7K en RAW. En résumé, pourquoi ne pas s'enflammer ? Parce qu'on ne sait pas grand-chose sur la qualité d'image qu'on va obtenir avec le capteur, parce que pour certains, on n'a peut-être pas besoin de 40 images secondes en rafale. Ai-je besoin vraiment de tous les nouveaux outils qui vont être disponibles dans cette caméra? Personnellement, les deux outils qui attirent le plus mon attention, ce sont les fausses couleurs en vidéo qui vont permettre de gérer mieux l'exposition, d'avoir une exposition plus précise et plus facilement, et la détection des sujets dans tous les modes d'autofocus qui vont permettre d'avoir une détection de notre sujet quel que soit le mode d'autofocus choisi. Alors pour qui est ce boîtier? Aujourd'hui, certains utilisateurs peuvent être vraiment très intéressés par ce boîtier, bien sûr. Si on est utilisateur d'un Canon RP ou utilisateur d'un Canon R ou d'un boîtier réflexe, vraiment cet EOS R6 Mark II va apporter un gros plus. Après, pour ceux qui ont déjà un R6, eh bien, il faut se poser la question, attendre un peu d'avoir quelques tests supplémentaires et voir si le Mark II peut apporter une progression dans les images réalisées en vidéo comme en photo. Pour ceux qui ont déjà un Canon R5 ou un Canon R5C, ce boîtier, même s'il apporte de nouvelles fonctions d'ergonomie, va entraîner globalement plutôt une perte de qualité. On n'aura pas la 4K 120 par exemple avec ce boîtier. On n'aura pas non plus éventuellement le RAW en 8K. Ça peut tout de même être intéressant éventuellement comme deuxième boîtier. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Merci à vous, à très bientôt sur Pixel Light. Au revoir.